Ce qui m'intéresse, c'est plus les questions logistiques et surtout les erreurs logistiques que je vois en termes de vie personnelle qui se répètent et se répètent à nouveau et qu'on voit dans notre portefeuille. Comme ça, je vais pouvoir faire cette vidéo et je pourrais la donner à tous les gens qui commencent. Alors, petite curiosité, qui ici est entrepreneur? Pratiquement tout le monde, d'accord. Et bon, bah, très bien. C'est le bon public. En tout cas, merci d'être venu ce midi. Donc, premier sujet, l'entrepreneuriat et la vie personnelle, c'est quand même un sujet très documenté en ligne. Énormément d'entrepreneurs donnent énormément de feedback sur le sujet. Et alors, j'ai remarqué quelque chose dans l'ensemble de ces feedbacks, c'est que je me demande toujours, moi, personnellement, je ne sais pas comment vous le ressentez, si les types qui donnent ces feedbacks sont humains. C'est juste que ces feedbacks, en général, sont anglo-saxons. Et alors, ils ont des caractéristiques assez dingues qui font passer les entrepreneurs pour des superman. Donc, je sais qu'en France, on a l'habitude d'avoir des entrepreneurs qui ressemblent plus à ma vie personnelle à moi, c'est-à-dire complètement désorganisés, que ces programmes où vous vous levez à 6 heures, vous buvez un verre d'eau chaude avant 6h15, à 6h25, vous envoyez vos emails, etc. Et en général, en France, quand on voit ce genre de trucs, ça ne va pas du tout avec notre façon de vivre. Alors, il y a des gens qui sont à fond là-dedans, qui sont dans la productivité. Nous, on en voit plein à The Family. Et de toute façon, je vois toujours exactement la même courbe. Ils sont motivés 3 mois, ils sont rigoureux 6, puis au bout de 6 mois, c'est fini. Ils sont retournés au plan d'avant. Et je pense que l'une des façons, tout simplement, de se libérer sur le sujet vie personnelle, vie professionnelle, c'est de ne pas oublier un point de base, c'est que faire une start-up, c'est très dur. Et vous êtes obligé de voir votre vie en phase. Faire une start-up, ça ne dure pas toute la vie. La phase start-up, c'est dans le nom, c'est start, c'est démarrage. Et donc par définition, si vous cherchez un équilibre vie personnelle, vie professionnelle dans quelque chose qui n'est qu'un démarrage, vous ne pouvez pas vous projeter sur le très long terme. Normalement, une start-up, si au bout de 3 ans, ça n'a pas décollé, ce n'est pas la peine de se raconter des histoires, ça ne décollera jamais. Et en général, c'est le début qui est très dur. Le début est très dur pour une raison très simple, c'est que l'énergie cinétique que vous avez besoin de produire au début pour démarrer quelque chose est juste très fort. Et elle est sans doute assez surhumaine, et elle est sans doute pas très très bonne ni pour le corps, ni pour l'esprit. Je vais donner un exemple très personnel. Entre The Family et ma boîte précédente, j'ai passé 3 ans et demi pendant lesquels je ne pouvais pas travailler. 3 ans et demi. Il m'a fallu 3 ans et demi pour m'en remettre de mon expérience précédente. C'est énorme. Et vous n'imaginez pas à quel point j'ai quand même passé 6 mois à regarder 5 à 6 films par jour et à ne faire rien d'autre, tellement que j'étais assommé. Parce que d'un seul coup, c'est comme une drogue, vous sortez d'un rythme où tous les jours, du matin au soir, vous êtes hyper sollicité, à rien du tout. Et vous développez plein d'handicaps. Notamment pour les petits chanceux ici qui un jour ont la chance d'avoir un assistant ou une assistante, vous n'imaginez pas comment vous devenez un handicapé social de ne plus savoir rien faire en fait, plus savoir prendre un billet d'avion, plus savoir prendre un ticket de train, parce que la plupart des habitudes que vous prendrez en tant qu'entrepreneur vont être des habitudes qui sont orientées et optimisées autour d'un seul but, qui est de faire décoller votre start-up. Et c'est pas la peine de se raconter des histoires. Faire décoller une start-up, c'est pas un moment agréable. Ça l'est jamais. Personne ne vit ça comme un moment agréable, ça n'existe pas. Et il faut déployer une énergie infinie et il faut faire énormément d'efforts pour réussir à faire décoller sa start-up. L'une des bonnes façons d'éviter le burn-out ou toutes ces maladies contemporaines qui nous font tant souffrir, c'est simplement de se rendre compte que par définition, c'est quelque chose de temporaire. Si vous essayez de trouver l'équilibre dans un moment qui ne doit pas durer toute votre vie, vous allez déprimer parce que vous allez vous dire que vous essayez de trouver un équilibre qui forcément va heurter votre performance, qui forcément va vous ralentir. Parce qu'au début, ça se joue à très peu de choses. Au début, un client de plus, ça peut faire la différence. Quand vous êtes une grande boîte, un client de plus, un client de moins, ça ne fait pas la différence. Au début, tous les moindres petits détails font la différence. Donc juste, vous vous projetez. Et la première chose que tous les entrepreneurs devraient faire, c'est se passer un contrat de temps avec eux-mêmes. Par exemple, quand on a créé The Family, avec ma cofondatrice Alice, j'avais passé un contrat. Je lui avais dit, dans 1 an, on est à tel point, sinon je repars en vacances. Et puis, au bout d'1 an, on a passé un deuxième contrat. Et puis, on a explosé ces contrats. Et aujourd'hui, à chaque fois que vous passez d'étape en étape, il faut consciemment que vous vous dites, pendant
tel temps, je m'engage à ne faire que ça et ne penser à rien d'autre. Et notamment, pour bien comprendre ce sujet, je me souviendrai toute ma vie d'une leçon que j'ai prise dans la Silicon Valley. Quand je suis arrivé dans la Silicon Valley, j'ai dit, mais pourquoi c'est si dur de faire une boîte? Puis un type m'a regardé et il m'a dit, c'est très simple, la vie, c'est 5 éléments fondamentaux. C'est le travail, la famille, les amis, les loisirs et le reste. Pick two. Point. Quand vous faites une start-up, vous ne pouvez pas avoir plus de 2 éléments. Si vous avez une famille, vous oubliez le reste. Vous oubliez les amis, le loisir, etc. Parce que la famille, ça prend du temps. La start-up, ça prend beaucoup de temps. Le seul point d'équilibre possible, c'est d'oublier le reste. L'équilibre, ce n'est pas l'exhaustivité. Et encore une fois, si vous voyez votre vie non pas comme un équilibre permanent de ces 5 éléments, mais comme des phases dans lesquelles vous allez investir dans 2 éléments à la fois, bah, ça change tout. Par exemple, de 2010 à 2013, mes éléments d'équilibre étaient loisirs et amis. J'ai rien fait d'autre. Mais c'est génial, parce que pendant 3 ans, vous vous rechargez. Puis après, vous plongez pendant 5 ans. Puis après, peut-être que vous ne ferez rien pendant 4 ans. Même des entrepreneurs dont vous n'avez pas conscience vivent comme ça. Prenez par exemple Larry Page et Sergey Brin. Larry Page et Sergey Brin n'ont pas mis un pied à Google en 2012. En 2012, ils ont fait que du snowboard et voyager. Mais je comprends bien pourquoi, parce que vous arrivez en fin de cycle, ça fait 10 ans qu'ils faisaient Google, ils étaient crevés, et ils avaient de l'argent, et ils ont tout simplement disparu du bureau. Parce qu'il arrive un stade en tant qu'entrepreneur où vous pouvez vous permettre de faire ce genre de choses. Et donc la question, c'est comment vous vous mobilisez dans votre vie à un moment pour atteindre ce genre de liberté. Parce que être entrepreneur, c'est atteindre un point où à un moment ou un autre, vous avez une définition du succès avec laquelle vous êtes confortable. Alors par exemple, dès qu'on parle de vie personnelle et d'entrepreneuriat, se lancent les grands débats de qu'est-ce que le succès? Qu'est-ce que ça veut dire réussir? Et alors moi je vais vous le dire, ça ne veut rien dire, parce que tout le monde a sa définition personnelle du succès. Il y a des gens qui sont très insatisfaits de tout, il y a des gens qui sont contents de tout. Par exemple, il y a des gens, ils ont un article dans la presse, ils ont réussi. Il y a des gens, ils ont un article dans la presse, ils se disent il est mal écrit. Donc il n'y a pas d'élément objectif. Est-ce que faire un exit, c'est une réussite? Quand on a créé The Family, on a eu la chance de recevoir le fondateur de Pars, qui s'appelle Tikhon Bernstein. Tikhon Bernstein, il a vendu sa boîte 100 millions de dollars à Facebook, il a dû toucher 35 ou 40 millions de dollars et il a 28 ans. Okay? Tous les gens ont projeté chez lui une réussite incroyable dans l'écosystème parisien. Sauf que moi, connaissant bien le bonhomme et connaissant bien la vallée, je sais très bien ce que lui ressent. Dans la vallée, vendre sa boîte 100 millions de dollars, you're just so much a failure. Et vous n'imaginez pas à quel point le type est dépressif. Quand vous lui dites c'est quoi la pire chose que tu as fait dans ta vie, il dit c'est d'avoir vendu ma boîte trop tôt. Et vous voyez, c'est juste une question de perspective. Donc vous ne pouvez pas mettre votre définition du succès dans les mains de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas mettre votre définition du succès dans ce que les autres projettent. Vous devez absolument avoir une définition personnelle et claire de ce que vous appelez le succès. Ça peut être défini par la reconnaissance, ça peut être défini par l'argent, ça peut être défini par ce que vous voulez, changer le monde ou tout ce que vous voulez, mais ça doit être clair, objectivable et atteignable. Si, lorsque vous démarrez votre cycle entrepreneurial, vous n'avez pas une vision claire de quelle est la prochaine étape, vous allez rentrer dans un cycle où vous aurez toujours plus de moments bas que de moments hauts. Parce que les moments bas sont tellement violents que vous vous direz toujours « mais pourquoi je fais tout ça ?» Et vous n'aurez pas une réponse claire à pourquoi vous faites ça. Ça ne veut pas dire que cette définition est la même toute votre vie. Je vais vous raconter une histoire très drôle. Sergey Brin raconte que quand il a créé Google, sa définition du succès, c'était de pouvoir acheter une maison à Palo Alto. Vous voyez, tout le monde peut commencer très bas. C'est quand même... Vous savez, on raconte souvent l'histoire de Google en vous disant que dès le premier jour, ils ont une très très grande vision de leur software, etc. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est l'histoire de 2 types qui voulaient vendre un brevet pour $1 million pour faire un deposit pour s'acheter une maison à crédit en étant universitaire à Stanford. Ça, c'est Sergey et Brin le jour où ils ont créé Google. Et quand ils étaient voir Yahoo, Yahoo leur a dit, écoutez les gars, on ne peut pas acheter Google pour $1 million, 100 000 à la rigueur. Et ils ont été tellement vexés qu'ils ont fait une boîte. Vous avez vu, ça peut partir de rien. Ça peut partir d'un malentendu.
Alors évidemment, tous les ans, ils ont redéfini leur définition du succès. Parce qu'évidemment, quand vous avez le succès extérieur de Google, vous êtes bien à un moment obligé de vous dire qu'est-ce que je vais faire avec tout cet argent qui vient sur moi et qu'est-ce que je vais faire. Alors par exemple, d'ailleurs, Larry Page a donné une interview sur le sujet il n'y a pas longtemps dans le Financial Times. Vous pouvez regarder la dernière interview de Larry Page dans le Financial Times. Elle est fascinante parce qu'il dit Google gagne tellement d'argent que whatever mission statement we have, it feels small. Et je comprends bien maintenant son problème. Son problème, que je pense qu'il veut rentrer dans l'histoire, et veut tuer la mort, et c'est tous ces trucs là que ces gens dans la vallée veulent faire. Je comprends pas moi. Mais évidemment, parce que cette définition du succès qu'il a maintenant dépend d'un contexte extérieur qu'il a à la fois construit et à la fois subi. Et c'est pour ça que définir où vous allez et comment vous y allez est très important. Et pas simplement pour votre boîte. Je ne suis pas en train de vous dire, définissez quelle est la prochaine étape de votre boîte. Je suis en train de vous dire, définissez vous en tant que personne, pourquoi vous êtes en train de faire ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi vous avez démarré cette startup. Et alors, entre nous, étant donné que c'est intime, n'hésitez pas à vous donner des petites réponses. Je sais bien que, en plus, je me sens hyper coupable là-dedans. Une vidéo sur deux, je dis que les meilleures startups sont celles qui veulent changer le monde, blablabla. Ok, super. Mais il y a quand même un moment, les gens ont toutes les bonnes raisons de faire quelque chose et il n'y a aucune raison qui est honteuse. Il y a bien que les gens qui veulent vivre la vie de quelqu'un d'autre qui sont honteux. Alors, on est dans un pays où les gens n'oseront jamais dire en public qu'ils veulent gagner de l'argent. Si votre but, c'est de gagner de l'argent, définissez un chiffre. Très important. La vie est beaucoup plus simple quand on a un chiffre en tête que quand on n'en a pas. Parce que quand on n'en a pas, on veut toujours plus. Quand on a un chiffre précis en tête, une fois qu'on l'a atteint, on peut réfléchir à est-ce que ce chiffre était si important ou pas. Donc, premier sujet fondamental, le pourquoi de ce que vous faites et le définir aussi précisément que possible, ça vous enlèvera de la tête cette quête de l'équilibre. Et vous comprendrez que si vous avez un objectif, eh ben, tout est possible pour atteindre cet objectif, et notamment tous les sacrifices. Et notamment dans votre entourage, parce que ça va être le sujet numéro 2, vie personnelle, c'est avant tout l'entourage, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir un discours clair vis-à-vis de son entourage quand on a une définition personnelle claire de ce qu'on est en train de faire et pourquoi on est en train de le faire. D'ailleurs, pour faire énormément de séances de conciliation matrimoniale à The Family, c'est le deuxième sujet le plus important après le fundraising. Et oui, je ne m'attendais pas à ça. J'ai remarqué quelque chose, c'est que très souvent, les tensions dans les couples étaient simplement dues à l'incapacité d'expression d'un des deux de pourquoi la personne ou la fille faisait ça. Et qu'une fois que c'était exprimé, d'un seul coup, tout allait mieux parce qu'il y avait un élément objectif sur lequel on pouvait se raccrocher et se dire est-ce qu'on est en train de se rapprocher de cet objectif ou est-ce qu'on est en train de s'en éloigner. Et d'un seul coup, vous allez sortir de cette situation affreuse. C'est que quand les gens n'ont pas un élément objectif de ce que vous voulez faire, bah, ils vous comparent à Bill Gates. Bah oui, comprenez bien. Vous dites à votre chérie ou à votre amoureuse « j'ai envie d'être entrepreneur ». Bah, quelle est la première image qui lui vient s'il n'est pas dans ce milieu-là? Bah, c'est Bill Gates, Xavier Niel, Mark Zuckerberg ou je ne sais pas qui. Et donc, il projette ce qu'il a vu dans The Social Network sur vous. Et puis, cette projection, forcément, est en votre défaveur. Hein. C'est très, très, très rare que cette projection soit en votre faveur. Donc, il passe son temps à se dire, mais mon Dieu, je ne comprends pas, ça ne ressemble pas du tout à l'histoire qu'on m'a racontée. Donc, il est en train de déconner. Étant donné que je l'aime, je vais lancer l'alerte. Et je vais lui dire, ça ne va pas du tout. Et évidemment, qu'est-ce que vous voulez aller lui dire? Écoute, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas fait 1 milliard en une semaine. Ça ne va pas du tout. Alors, évidemment, les gens n'assument pas ce genre de phrase. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils essayent de vous aider dans votre métier. Mais tu es sûr que c'est une bonne idée? Mais tu as pensé à aller voir je ne sais pas qui? Ou tu as réinterrogé le marché? Bon. Alors que si vous dites, voilà, pendant 2 ans, je vais me donner 2 ans pour atteindre tel objectif. Et ma définition du succès, c'est que j'ai réussi ma première levée de fonds avant 18 mois. Et que j'ai réussi à lever entre 500 000 et 1 million. Ben, d'un seul coup, ça détend. Parce que déjà, si au bout de 2 ans, vous ne l'avez pas fait, vous avez un engagement et vous pouvez discuter de pourquoi vous ne l'avez pas atteint et est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas. Mais au moins, vous ne parlerez pas de votre idée et vous ne parlerez pas de votre échec. Vous parlerez de quelque chose d'objectivable. Je n'ai pas réussi ma levée de fonds. Pourquoi? Bon, bah, ça se discute, ça. Et puis la deuxième chose, c'est que si ça arrive, ce sera célébré.
Et vous n'imaginez pas comme ça change la perspective. Moi, je vois des gens, j'oserais pas raconter qui ont levé beaucoup, beaucoup d'argent dans The Family et qui ont des problèmes de couple. Et pourquoi? Parce que tout simplement, ça n'a pas été bien défini. C'est-à-dire que vous avez beau lever plusieurs dizaines de millions d'euros, ben, il y a juste une mauvaise compréhension de pourquoi vous faites ça et qu'est-ce que ça veut dire. Et notamment parce que ça peut être aussi la perception inverse. C'est que si vous avez levé plusieurs dizaines de millions d'euros, les gens projettent chez vous quoi? Ben, ils projettent la phase terminale. Ben, c'est bon, plus besoin de travailler. C'est fait, c'est réussi. Et là, c'est un problème encore plus grave qui est le problème inverse. C'est que les gens pensent que vous avez réussi beaucoup plus que votre objectif, donc ils ne comprennent pas pourquoi vous travaillez encore plus. Alors que si, à nouveau, ça a été défini en disant, bah, écoute, maintenant qu'on a levé 20 millions, on est obligé de rendre 1 milliard, sinon je vais avoir de gros problèmes, bah, d'un seul coup, ça détend. Parce qu'on comprend, à nouveau, qu'en fait, c'est simplement les dés qui ont été relancés. Mais comprenez qu'à chaque fois que vous lancez les dés, formellement, et en général, c'est une levée de fonds, une décision de nouveaux produits, le fait de vous lancer ou pas, à chaque fois que vous lancez les dés, vous avez besoin que tout le monde autour de la table sache quel score vous voulez faire avec ces dés. Parce que sinon, les gens sont perdus et vont projeter des scores très différents des scores que vous percevez. Alors, se pose souvent la question, alors ça c'est une des questions les plus récurrentes que j'ai, c'est comment on fait pour impliquer son compagnon ou sa compagne dans son projet pour qu'il comprenne bien. Alors, je pense que c'est un peu comme les investisseurs. Il y a des choses qui se disent et il y a des choses qui ne se disent pas. Notamment, si vous tracez la courbe d'un entrepreneur, c'est une courbe où en fait il n'y a que des hauts et des bas, puis il n'y a jamais de médiane. Vous savez ce que c'est un bon storytelling? C'est la médiane. Parce que si vous racontez trop vos hauts trop haut, ben les gens ne vont pas comprendre les bas. Et si vous racontez trop les bas, ben les gens vont se dire il est fini, il est dépressif. Et en fait, ce qu'il faut, c'est réussir à tracer cette courbe au centre et à s'y tenir et de donner l'impression que l'histoire est stable et qu'on passe d'étape en étape. Et bien, votre compagnon, c'est encore pire qu'un investisseur parce que vous avez un devoir de protection en termes de storytelling. Pourquoi? Parce que c'est à la fois quelqu'un qui vous est proche, donc il sait pas mal de choses, et vous donne l'illusion de suivre. Mais le problème, c'est que même déjà vos employés, ils ne comprennent pas ce qui se passe dans la start-up. Et très souvent, même les employés ne comprennent pas ce qui se passe autour d'eux. D'ailleurs, vous, personnellement, très souvent, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Dans les deux sens, que ça marche ou que ça ne marche pas. Donc pourquoi vouloir impliquer quelqu'un d'extérieur et d'aussi comité là-dedans? Donc, je vais dire quelque chose, mais travailler le storytelling auprès de vos proches, c'est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire. Parce qu'il y a un storytelling spécifique pour vos proches, et ce storytelling, alors je sais quand on dit storytelling en France, on imagine tout de suite bullshit, je comprends, mais c'est faux, c'est simplement raconter l'histoire et la version la plus compréhensible. C'est ça le storytelling. C'est donner des éléments qui sont des éléments que les gens peuvent percevoir et recevoir. Alors, une des bonnes façons de régler ce problème de définition de la vie personnelle et de l'entourage, et de ne pas trop inquiéter les gens par rapport au niveau de risque que vous prenez, c'est de se rendre compte que finalement, quand vous êtes entrepreneur, la plupart du temps, vous ne vous rendez pas compte de ça, mais à titre personnel, pas au titre de l'entreprise, vous écrivez quelque chose de magique qui s'appelle le CV entrepreneurial. C'est quelque chose que les gens qui ont une carrière comprennent beaucoup mieux que les entrepreneurs. En général, les entrepreneurs sont devenus entrepreneurs parce qu'ils ne savaient pas comment avoir une carrière ou qu'ils ne comprenaient pas vraiment les mécanismes politiques qu'une carrière tendait. Mais faites cet exercice. Représentez-vous la personne la plus carriériste que vous connaissez. C'est quoi sa caractéristique? Sa caractéristique, c'est tout ce qu'elle fait est un mouvement politique. Et tout ce qu'elle fait au sein d'une entreprise, ce n'est pas tant pour le bien de l'entreprise, mais c'est pour le bien de son image personnelle qu'elle va se construire. Vous savez, c'est les fameux patrons qui plantent des boîtes. Vous savez, ces patrons professionnels qu'on invente en France. Ils plantent des boîtes et ils passent PDG d'une autre boîte parce qu'ils ont un tellement bon storytelling de pourquoi ça s'est planté qu'après la FNAC, on leur confie Radio France et après Radio France, on leur confie je sais pas quoi. Oui, c'était gratuit comme attaque, mais bon. Mais qu'est-ce que c'est construire un CV carriériste? C'est tout simplement se dire que la ligne qu'on est en train d'écrire sur ce CV, c'est une ligne hyper importante, non pas
pour la réussite du projet, mais pour qu'est-ce qui va se passer le jour où il y aura plus ce projet. Et la perception que les gens auront de vous. Et alors, avoir conscience que à la fois vous êtes en train de faire votre projet et à la fois vous êtes en train d'écrire votre CV entrepreneurial, ça peut tout changer. Je vais vous donner un exemple. Les levées de fonds. Je vois énormément d'entrepreneurs qui se prennent la tête à optimiser leur levée de fonds pour essayer d'avoir la levée de fonds la plus optimale pour leur boîte. OK ? Maintenant, moi, je vais vous donner ma perspective par rapport aux levées de fonds. La plupart des entrepreneurs feraient mieux de prendre même une mauvaise offre que pas d'offre, parce qu'au moins une mauvaise offre, ça écrit une ligne sur le CV que très peu d'entrepreneurs écrivent. Si vous prenez le quota de gens qui se lancent, vous avez entre 15 et 20 000 startups qui sont créées tous les ans en France. C'est assez difficile à définir. Il y a des gens qui disent 10 000, des gens qui disent 20 000, mais peu importe. Disons qu'il y en a beaucoup. Sur ce beaucoup, il y en a à peu près 300 millions d'euros qui va être réparti pour à peu près 500 boîtes en seed. Il y a à peu près 500 boîtes tous les ans qui font un seed en France. Et sur ces 500 boîtes en seed, il y en a à peu près une trentaine qui font une série A. Vous voyez la courbe. Les gens qui font une série A, c'est quoi leur caractéristique ? Leur caractéristique, c'est que quelle que soit la performance de leur entreprise, leur CV entrepreneurial est écrit. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans un tellement petit groupe que quel que soit le destin de votre boîte, vous pourrez toute votre vie raconter que vous avez levé de l'argent avec un VC en série A. Et alors, est-ce que ça veut dire quoi que ce soit ? Non. C'est pas la peine de se raconter des histoires. On en fait plein de série A. Ici, on sait très bien comment ça se joue. Il y a une part de chance, il y a une part de hasard, il y a une part de talent, il y a une part de contexte, il y a une part de marché, il y a une part de revenus. C'est une alchimie compliquée. Mais nous, ce qu'on voit, c'est qu'on voit des gens refuser des séries A. Et oui, on voit ça. Parce qu'ils se sont fixés un objectif par rapport à leur entreprise plutôt que se fixer un objectif par rapport à eux-mêmes. Le problème, c'est que si vous ratez le coche et que vous prenez le risque pour avoir la meilleure histoire possible pour votre boîte, ce ne sera peut-être pas la meilleure histoire possible pour vous. Je pense que l'exemple le plus célèbre contemporain, c'est le CEO de Box. Le CEO de Box a l'IPO à 3% de la boîte. Et ça, c'est une histoire que je raconte souvent aux entrepreneurs en office hour. Ils me disent, mais 3% de la boîte, mais c'est très peu. Oui, sauf que c'est le CEO de Box et des gens qui ont fait des billions de dollars compagnie, il y en a moins de 100 par an dans le monde. Alors vous préférez quoi ? Vous préférez être dans le club des types qui ont bâti une boîte à plus d'1 milliard et avoir 3% de ça ? Ou avoir 90% d'une boîte qui vaut 100 millions ? Eh bien, beaucoup de gens vont préférer avoir une boîte 90% qui vaut 100 millions. Mais le problème, c'est qu'ils se trompent par rapport au taux de risque parce qu'ils se trompent dans leur croyance que leur startup va fonctionner. Et si je peux vous donner une leçon à titre personnel, le summum des entrepreneurs sont les entrepreneurs qui sont dans une schizophrénie incroyable. C'est des gens qui sont persuadés à titre d'entreprise que l'entreprise va réussir et à titre personnel que l'entreprise a déjà échoué. Cette schizophrénie est très bizarre. L'état normal des startups, ce n'est pas le succès, c'est l'échec. C'est ça l'état normal des startups. Il n'y a pas d'histoire à se raconter. Vous jouez à la roulette et l'espérance est négative. Ça ne veut pas dire que des gens ne gagnent pas à la roulette. Et les gens qui gagnent, en général, ne sont pas les gens qui jouent, sont les gens qui ont de la chance. Donc vous devez faire au maximum attention à ce que quand une chance se présente, vous ne la gâchiez pas pour des éléments et des histoires extérieures. Ça n'a pas de sens. Et on voit beaucoup trop d'entrepreneurs qui essayent d'optimiser tout autour de leur boîte, plutôt que simplement se contenter d'une histoire qui est racontable pour eux, pour essayer de se bâtir une assurance. Parce que finalement, si vous regardez, ce qui compte le plus, ce n'est pas votre première entreprise à titre personnel. Alors évidemment, vous y êtes attaché. Ne prenez pas la pire version de ce que je suis en train de raconter. Ne devenez pas des gens affreux qui n'optimisent que pour eux. Mais vous devez trouver le bon équilibre entre ce que vous faites pour vous et ce que vous faites pour votre start-up. Et il y a des moments, vous devez absolument non pas optimiser pour la start-up, mais optimiser pour vous. Parce qu'en optimisant pour vous, vous écrivez une ligne que vous pourrez réutiliser sur les autres startups. Et tout le monde a souvent comme perspective sa première boîte ou la boîte qu'il est en train de faire actuellement,
Parce qu'il a envie de croire que c'est la meilleure idée du monde, et c'est normal, c'est rassurant d'y croire. Mais si vous faites preuve ne serait-ce que 30 secondes de réalisme, vous vous rendrez compte que ce qui compte, c'est le long terme. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous faites dans une boîte à un moment particulier, mais ce qui compte, c'est qu'est-ce que vous faites dans cette boîte qui vous permettra de construire l'ensemble de votre carrière et de pouvoir toujours faire des choses plus ambitieuses. Ce n'est pas parce que vous êtes entrepreneur que vous n'avez pas une carrière. Beaucoup de gens me disent je suis devenu entrepreneur pour pas être patron, pour pas avoir de patron, et c'est un truc qui me fait mourir de rire. Parce que je ne connais pas un élément social qui reporte à plus de personnes qu'un entrepreneur. Un entrepreneur, il reporte à ses investisseurs, il reporte à l'État, il reporte à l'administration, il reporte à son entourage, il reporte à ses employés, parce que les employés demandent des comptes aux entrepreneurs. C'est rarement les entrepreneurs qui demandent des comptes aux employés, etc., etc. Vous êtes dans la posture la plus affreuse en termes de subordination. Les entrepreneurs sont soumis à la bête la plus féroce possible, c'est le marché. Et le marché a plein de faces. Plein. Et il n'est jamais content. Et tout ce que vous faites sera toujours dans une situation où il y aura toujours quelqu'un pour expliquer que ce n'est pas la bonne histoire. Par exemple, vous lancez vos sites, vos documents en open source et on vous demande pourquoi ils ne sont pas en anglais. Vous voyez, il existe toujours au moins un type qui n'est pas content. Et c'est toujours comme ça. Et vous ne pouvez pas essayer d'éviter ça. Vous devez simplement comprendre que parce que c'est la réalité de ce monde, parce que vous êtes dans une situation où vous n'avez pas d'autre choix que d'affronter cette dureté, vous devez absolument vous construire une assurance personnelle. Et cette assurance personnelle, elle passe par le fait que vous avez besoin de vous construire un CV que vous pourrez utiliser sur l'ensemble de votre carrière. Vous vous doutez bien que quelqu'un qui a levé une fois avec un VC lève plus facilement avec un VC. D'abord parce qu'ils sont sadomaso et qu'une fois qu'ils ont perdu leur argent une fois, c'est comme les addicts au jeu, ils veulent absolument gagner et se refaire. Donc ils vont vous donner plus d'argent, profitez-en. C'est quand même l'un des grands sujets de ce monde. Et la deuxième chose, parce que forcément vous aurez tellement appris de vos erreurs, c'est la version positive, que vous pourrez utiliser ça pour sublimer votre prochain projet. Et ne croyez pas que les idées sont peu disponibles, les idées il y en a plein. Donc, si vous voulez trouver un équilibre entre vie personnelle et vie entrepreneuriale, pensez au long terme et pensez au fait que ce que vous êtes en train d'écrire, c'est votre CV entrepreneurial. Je vais vous donner un exemple très personnel, qui est une discussion récurrente qu'on a dans The Family. The Family, on a toujours fait en sorte d'aider les gens qui travaillent pour nous à écrire 2 CV. D'abord, d'avoir un alignement avec The Family pour que The Family soit le plus grandiose et le plus grand possible. Mais surtout, on a toujours essayé de construire leur identité personnelle. Jean a fait son propre coup d'État, Balthazar va bientôt en faire un, on écrit tous dans des blogs, on est tous très suivis. Il y a une logique ici que le personal branding de chacun participe au branding de The Family. Et c'est un équilibre, le branding de The Family rayonne sur le personal branding de chacun. Vous prenez des gens qui ne sont jamais montés sur scène, sous prétexte que c'est The Family qui les fait monter sur scène, les gens projettent en eux, ils se disent bon, c'est pas terrible, mais j'ai peut-être pas compris. Puis en fait, 3 semaines après, en fait, c'était pas terrible, mais maintenant c'est bien. Donc les gens progressent suffisamment vite pour pouvoir se construire leur identité. Alors si vous prenez notre situation, une des choses que je répète toujours le plus, c'est que notre intérêt personnel est que The Family fasse faillite. Notre intérêt personnel, aujourd'hui, on est à un point d'équilibre où notre intérêt personnel, c'est que The Family ferme. Imaginez que The Family ferme. Jean de la Roche-Brochard, le monsieur qui a levé 100 millions pour 20 startups en 4 ans. Donc, ou je ne sais plus combien, j'adore sa façon de se présenter. Ce monsieur-là, il ouvre une boutique de levée de fonds et il vous dit, je prends 3% de votre levée. Vous croyez que les startups ne vont pas faire la queue? Il a ce genre d'offres tous les jours. Tous les jours, il a ce genre d'offres. Prenez mon cas personnel. Récemment, quelqu'un m'a proposé 37 000 pounds pour une conférence d'1 heure. Qu'est-ce que j'ai répondu? Que j'avais franchement autre chose à foutre. Pourquoi j'ai pu répondre ça? Tout simplement parce que j'ai l'impression que mon temps est beaucoup mieux utilisé à The Family. Imaginons que ça tourne mal et qu'en fait, les gens trouvent que The Family, c'est nul, il n'y a plus de start-up qui apply, on finit dans d'affreuses souffrances, on n'arrive pas à faire notre série A et on meurt. Bon, j'irai faire ma conférence à 37 000 pounds de l'heure. Hein. C'est pas très grave. Et en fait, si vous arrivez en termes de vie personnelle à atteindre ça,
c'est dans ce genre de moment que vous pouvez commencer à jouer dans la cour des grands. Pourquoi aujourd'hui The Family peut commencer à prendre 10 fois plus de risques qu'à sa fondation? Tout simplement parce que quand vous vous dites que la faillite est une bonne nouvelle personnelle, vous vous dites que la seule chose qui vous reste à faire, c'est de faire en sorte que votre entreprise soit encore plus grande. Et donc la seule chose que vous avez à faire, c'est de prendre encore plus de risques. Par exemple, dans notre cas à nous, ça s'exprime comment? Ça s'exprime en ouvrant plein de pays. Ce qu'on a réussi à faire en France, on va essayer de le reproduire en Espagne, on va le reproduire en Angleterre, on a déjà ouvert un bureau en Angleterre, on va ouvrir le Portugal, l'Italie, la Roumanie, je sais pas quoi. Et puis bientôt le reste du monde. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a rien d'autre de logique à faire pour que faire que The Family marche soit une bonne chose. Et vous comprenez bien que cette tension, elle est hyper positive, parce qu'elle force les gens au sein d'une organisation à toujours faire plus. Si votre vie personnelle s'écrit plus vite que votre vie professionnelle, forcément votre vie professionnelle ira encore plus loin, parce que vous pourrez vous permettre de prendre beaucoup plus de risques. Comprenez que tout ce que vous devez faire en tant qu'entrepreneur, en tant que vie personnelle, c'est de vous mettre dans une situation où le risque ne fait pas mal. C'est de vous mettre dans une situation où vous pouvez dire, bah oui, bien sûr. Vous savez, The Family n'a jamais eu plus d'1 mois de cash depuis sa fondation, d'avance. C'est pas parce qu'on n'a pas d'argent, c'est que plus on en a, plus on en dépense. Et tout simplement pourquoi? Parce que plus on en a, plus on en dépense, plus on croît plus vite. Plus on croît plus vite, plus ça vaut le coup de croître. Et c'est ce genre de cycle dans lesquels les entrepreneurs ne rentrent pas. Par exemple, nous on voit des entrepreneurs pétrifiés par rapport à leur succès initial. Et je vois bien pourquoi. Parce qu'ils se disent, si je perds ça, je perds tout. Et donc, c'est quoi finalement le fondement d'un entrepreneur? Le fondement d'un entrepreneur, c'est que souvent, il est très dangereux parce qu'il n'a rien à perdre. Il n'a strictement rien à perdre. Il démarre et en général, vous savez, il est en faillite déjà, donc il n'a pas d'argent, il ne sait pas trop ce qu'il fait, donc il n'a rien à perdre. Et en général, ces gens-là sont hyper dangereux parce qu'ils font des choses complètement folles. Et nous, on voit toujours ce point extrêmement définissant personnellement chez les entrepreneurs, c'est qu'un jour, vous avez quelque chose à perdre. Et vous avez quelque chose à perdre parce que vous n'avez pas fait attention à votre situation personnelle. Et parce que vous avez quelque chose à perdre à titre personnel, d'un seul coup, tout se frise. Tout ralentit. Ouvrir un pays, ouais, mais on a fait 700 000 € de bénéfices. Si on ouvre un pays, on va faire des pertes. Et si ce pays ne marche pas, on aura utilisé le bénéfice dans des pertes au lieu de le prendre pour nous. Et puis, à ce moment-là, en général, c'est fini. La courbe a été tracée. Vous avez atteint une asymptote. Et les asymptotes sont toujours personnels. Ne croyez pas que les succès des projets sont extérieurs. Les succès des projets sont intérieurs. Il s'agit toujours de réécrire. Nous, l'une des choses qui nous fait le plus rire dans The Family, c'est tous les gens qui lèvent l'argent et ne le dépensent pas. Je ne citerai pas de nom parce qu'ils ont honte, mais au moins une boîte sur deux qui a levé de l'argent dans The Family ne le dépense pas. C'est pas parce qu'ils sont idiots, c'est parce qu'ils sont terrifiés. Parce que d'un seul coup, ils se disent, mais et si je le dépense mal, cet argent? Vous voyez, d'un seul coup, vous avez des responsabilités, vous avez des questions. Et encore une fois, parce que personnellement, vous n'êtes pas dans la bonne situation. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'il y a un élément pour se protéger de ça, et qu'il y a un élément qui est une lutte des entrepreneurs contre les investisseurs, et spécialement en France. La Silicon Valley a réglé ce problème en organisant le fait que les entrepreneurs deviennent riches avant d'être successful. Vous n'imaginez pas le nombre de boîtes dont vous avez entendu parler, qui ont été soi-disant vendues, et tout ceci n'est que du pipeau. Ça ne veut pas dire que les entrepreneurs n'ont pas sorti de l'argent à titre personnel. En France, on a une vision qui est la vision des pigeons. Qu'est-ce qu'on entend quand on entend un entrepreneur, les pigeons? C'était quoi? Moi, je me souviens, j'étais aux États-Unis à l'époque. Les pigeons, ils disent quoi? Ils disent, on ne va pas taxer les types sur les plus-values, déjà, ils passent 7 ans sans se payer. Et moi, je me souviens d'entendre cette phrase aux États-Unis et me dire, mais qu'est-ce que sur Terre amène un type à travailler, produire de la valeur et pas se payer? Alors vous savez, c'est une discussion récurrente qu'on a avec les investisseurs dans The Family. Les investisseurs expliquent aux entrepreneurs, il ne faut pas vous payer parce que tant que votre boîte n'a pas marché, prendre de l'argent dans la boîte, c'est prendre de l'argent aux investisseurs. Alors nous, on a 2 réponses à ça. Première réponse, c'est qu'effectivement, factuellement, ils ont raison. Prendre de l'argent de l'investissement, c'est prendre de l'argent aux investisseurs. En même temps, vous avez donné 30% de votre boîte. C'était un peu ça le deal. Si vous aviez gardé 100% de la boîte, peut-être que vous ne prendriez pas l'argent. Mais si vous avez vendu une partie de la boîte, vous avez bien raison de prendre de l'argent.
Et la deuxième chose, et ça marche à tous les coups, la prochaine fois qu'un investisseur vous dit ça, vous lui demandez combien il a rendu d'argent à ses investisseurs, lui. Et est-ce qu'il ne s'est pas payé le temps de rendre de l'argent? Vous savez, les investisseurs sont des gens qui prennent de l'argent à d'autres gens et facturent des frais annuels pour se payer, pour dépenser de l'argent auprès de gens comme vous. Et quand ils vous expliquent à vous qu'il ne faut pas vous payer parce que vous n'avez rien encore prouvé, vous pouvez leur répondre qu'eux non plus n'ont rien prouvé et que donc, si eux se sont payés en attendant de rendre la moindre performance, il est légitime de vous payer. Alors attention, je ne vous ai pas dit d'aller siphonner l'argent des entrepreneurs en salaire. Si vous faites ça, de toute façon, c'est vous la victime. Parce que si vous faites ça, vous allez arriver dans une situation où vous n'aurez pas d'argent pour développer votre boîte. Il est toujours mieux de mettre 1 euro dans la croissance de votre boîte qu'1 euro de salaire. Maintenant, le bon équilibre, c'est quoi? Le bon équilibre, c'est que vous devez vous mettre dans une situation où personnellement, l'argent n'est pas un sujet le plus rapidement possible. Et les entrepreneurs font trop d'erreurs à ce niveau-là. Je vois trop d'entrepreneurs qui sont en galère financière personnelle alors que leur start-up commence à fonctionner. Et vous croyez que ça n'a pas d'impact, mais ça a un impact énorme. Ça vous ralentit, ça vous met dans une situation où vous réfléchissez, ça crée des débats inutiles à la maison et ça vous met toujours dans une logique de « Ah, si j'avais fait autre chose, peut-être que je ne serais pas dans cette situation ». Sans parler de la peur. Imaginez que si vous avez un salaire de marché, si votre start-up rate, vous n'avez pas perdu grand-chose. Vous avez appris, vous avez eu du temps et vous n'êtes pas dans une situation financière difficile. Vous devez absolument, personnellement, optimiser vos finances. Pour ça, il y a 3 outils. Un, vous pouvez vous payer un salaire convenable et vous devez faire en sorte de vous mettre en situation de pouvoir vous payer un salaire convenable le plus rapidement possible. Et vous ne devez pas déconner à ce niveau-là parce que ça crée du confort. La deuxième chose, c'est que quand vous faites des levées de fonds, dès que les levées de fonds deviennent importantes, ne soyez pas greedy. Donnez des discounts à des gens pour acheter une partie de vos actions. C'est un outil qui s'appelle le secondaire, qui n'est absolument pas connu en France, qui n'est très peu utilisé en France. Mais dans la vallée, il y a une règle de base, c'est qu'à chaque tour, les fondateurs vendent 10% de leurs actions, passé la série A évidemment, pas trop tôt non plus. Ils vendent 10% de leurs actions personnelles à des investisseurs à moins ou 30-40%. Entre moins 30 et moins 40%. C'est bon pour les investisseurs parce qu'ils font une affaire et ils se disent que ça leur permet d'acheter un peu plus d'actions à moins cher que la valeur de la boîte. Et c'est bon pour le fondateur parce que ça le met dans une situation où s'il se passe quelque chose, il a un peu de cash. Et je vais vous donner un chiffre et vous allez comprendre pourquoi la Silicon Valley est un écosystème tellement efficace. La Silicon Valley, sur les 10 dernières années, a produit 170 000 millionnaires. 170 000 millionnaires ont été produits dans la Silicon Valley. En tant qu'entrepreneur. Si vous rajoutez les employés, on est autour de 700 000 millionnaires. Mais on prend juste les CEO et les cofondateurs. 170 000 millionnaires. Combien il y a eu d'exits sur les 10 dernières années dans la vallée? Combien de boîtes ont eu un événement de liquidité et ont été revendues avec bénéfices ou introduits en bourse, ou etc. Il y en a 1700. Pourquoi il y a 100 fois plus de millionnaires que d'événements de liquidité? Pour la raison simple, c'est que c'est un marché qui est organisé depuis les années 90 et qui fonctionne. Et c'est un marché qui ne fonctionne pas en France parce qu'on a cette vision moralisatrice de l'investissement et de l'entrepreneur, où l'entrepreneur est cette sorte de figure catholique qui doit souffrir jusqu'à la rédemption. Et si vous êtes dans cette logique-là, en fait, vous ne rendez pas service à vos investisseurs, vous n'êtes pas rationnel vis-à-vis de votre propre vie et vous mettez en danger l'ensemble de votre boîte parce que les jours où vous devrez prendre les vrais risques qui définissent votre boîte, vous serez en panique. Et vous serez en panique parce que vous vous direz, ça fait 5 ans que je fais quelque chose, ça fait 4 ans que je fais quelque chose, j'en ai rien tiré. Et là, j'ai un moment définissant qui peut changer ma taille, je préfère garder ce que j'ai plutôt que prendre un risque. Et vous n'imaginez pas à quel point c'est toujours ces moments-là qui séparent les gens de la gloire de quelque chose de moyen. Et c'est ces moments-là où vous devez pouvoir être libre de prendre ce genre de décision. Parce que vous devez pouvoir être libre d'accepter que ça foire. Parce que dans la majorité des cas, dans ces moments-là, ça foire. C'est pour ça que c'est risqué. Et ces moments-là sont symptomatiques. L'internationalisation est un cas typique. Moi, ça fait 2 ans et demi qu'en France, je me pose la question de pourquoi les startups françaises ne s'internationalisent pas. Maintenant qu'on a nos premières startups françaises qui s'internationalisent, j'ai tout compris. Les seules discussions en board avec les investisseurs, c'est mais combien ça va coûter l'internationalisation? Comment ça va heurter notre marge? On ferait mieux d'être bénéficiaire en France avant de partir ailleurs. Bah oui, on ferait mieux de laisser tout le monde développer partout ailleurs. Comme ça, nous, on sera plus que dans le pays le plus affreux et on sera super bien.
Et c'est typique d'un raisonnement, parce que le raisonnement caché, évidemment, l'entrepreneur ne dit jamais à table, ah oui, mais j'ai tellement peur de perdre le peu que j'ai construit que je vais quand même pas le risquer. Et évidemment, c'est le genre de phrase que les gens ne disent pas. Les gens inventent des arguments, les gens inventent une rationalité, mais à la fin de la journée, c'est en général pas plus compliqué que ça. C'est pour ça que cet équilibre personnel et cette confiance personnelle est votre rôle en tant qu'entrepreneur. Vous avez besoin de la bâtir pour pouvoir être la personne qui prend le plus de risques. N'oubliez pas, le monde a changé. On est rentré dans un monde où le plus grand risque, c'est de ne pas prendre de risques. Et c'est ça le plus grand risque que vous pouvez prendre aujourd'hui. Donc vous ne devez pas être dans une situation où prendre un risque pour votre boîte signifie prendre un risque excessif à titre personnel. D'ailleurs, pour vous donner un bon exemple, parce que souvent on croit que les grands entrepreneurs sont des gens qui prennent plein de risques, l'image que je donne tout le temps, c'est de dire, est-ce que le saut en parachute est risqué? Oui. Est-ce que ça viendra à l'idée de qui que ce soit de sauter sans parachute? Non. Je veux dire, vous n'allez pas vous dire, le type est un héros, il a sauté sans parachute. Vous direz, il est complètement con. Eh bien, c'est exactement la même chose dans l'entrepreneuriat. Énormément d'entrepreneurs sont dans un avion, ils doivent sauter et ils n'ont pas de parachute. Évidemment qu'ils ne sautent pas. Évidemment qu'ils ne font pas ce qu'il y a à faire pour amener leur entreprise. Et à la fin, parce que tout simplement, c'est un sujet personnel qui n'a jamais été abordé. Donc vous devez être transparent par rapport à votre situation financière et construire votre CV participe à votre protection financière sur le long terme. Obtenir de l'argent quand vous avez atteint des objectifs participe à votre succès financier du court terme. Notamment, et alors ça c'est un autre sujet, vous avez cette responsabilité, vous, en tant que personne et en tant que fondateur, mais encore plus important, vous avez cette responsabilité vis-à-vis de vos employés. Récemment, on a organisé un événement qui s'appelle Sisterhood, où c'était des femmes qui pouvaient prendre des office hours avec moi. J'étais très content, j'étais très assidu. Et j'ai eu cette jeune femme qui est venue me voir pour me demander si l'offre qu'elle avait reçue de son employeur était fair. Alors, ça fait 5 ans qu'elle travaille dans une start-up. Elle était l'employé numéro 1 de la start-up. Elle a amené la start-up de 0 à 1 800 000 utilisateurs. Elle est responsable de l'acquisition. Et ils lui ont proposé 0,3% de la boîte. Et elle a un salaire de 1 700 € par mois et elle trouve que quand même c'est beaucoup parce que tout cet argent qu'il lui donne. Et alors je ne vous dis pas dans quel état de nerfs j'ai été. Pendant une semaine, j'ai écrit des messages d'insultes aux deux types. Pendant une semaine, j'arrivais plus à me retenir. Ça m'a mis dans un état parce que, évidemment, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez lui dire, écoute, ça fait 5 ans que tu te fais arnaquer par 2 connards. Alors évidemment, je vous essayez d'expliquer, alors tu sais, toi aussi, tu as pris du risque. En fait, tu es très peu payé, tu pourrais être beaucoup mieux payé ailleurs, etc. Et en fait, voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que vous, même en prenant des pincettes, finit par comprendre. Donc pour la première fois de sa vie, elle commence à parler autour d'elle. Alors, surtout, ne vous racontez pas l'histoire que c'est de sa faute. Vous ne pouvez pas vous raconter cette histoire-là. Le niveau d'information des gens est hyper faible sur plein de sujets. Et vous n'imaginez pas le nombre de gens qui sont juste pay it forward, qui sont juste bienveillants et qui se disent qu'à la fin, les gens seront comme eux. Et si vous ne voulez pas créer une anti-sélection, vous avez envie que ces gens-là travaillent pour vous. Vous n'avez pas envie d'avoir la version inverse. Et vous avez envie que notre écosystème startup ait un écosystème qui valorise ces gens-là. Parce que c'est ces gens-là qui construisent des boîtes pour le long terme. C'est ces gens-là qui produisent de la valeur. Et c'est donc votre responsabilité d'être fair, même avec les gens qui ne savent pas négocier. Et ce que je trouve dingue dans cette affaire, c'est qu'elle a démissionné au bout de 2 semaines et elle a reçu une offre en or. Et le seul argument de ces deux types, c'est quoi? C'est de dire, mais elle n'avait qu'à négocier. Vous ne pouvez pas avoir ce genre d'attitude. Ce n'est pas possible. C'est contraire à tout ce dont vous avez besoin pour construire quelque chose sur le long terme. Et c'est contraire à tout ce dont vous avez besoin pour construire. Donc, protéger votre situation personnelle, c'est un sujet, mais protéger celle de vos employés en est un encore plus fort. Par exemple, nous, on encourage énormément nos startups à mettre en place des bonus plans le plus rapidement possible. Alors, c'est quoi des bonus plans? C'est que vous définissez un objectif à atteindre dans l'année, collectivement. Vous commencez pas à faire des trucs individuels, faites des trucs collectifs. En général, quand les équipes sont petites, ça ne sert à rien d'individualiser.
Définissez des objectifs. Par exemple, on a une startup qui, cette année, va faire 4 millions de ventes annuelles. S'ils continuent sur leur courbe de croissance. Donc vous passez de 1 à 4 millions. Vous faites x4 en un an. Tout le monde est content. Leur board leur a demandé de faire 6 millions annuels. Parce que quand même, ils ont mis de l'argent. Alors ils aiment bien mettre la pression. Et de toute façon, ils savent, dans leur tête, ils se disent, ils n'atteigneront pas, mais au moins, on aura une bonne raison de râler. Ils ont pris les 17 employés de la boîte, ils leur ont dit, écoutez les gars, on va faire un truc tout bête. Si on atteint les 4 millions qu'on doit atteindre naturellement, personne ne touche plus que son salaire. Parce qu'après tout, vous êtes payé pour ça. Si on atteint les 6 millions que le board veut, on prend 10% des 2 millions d'extra et on le répartit à part égale entre les gens. Donc ça fait 200 000 qu'on divise par 17 personnes. Maintenant, nous, on pense qu'il est possible, avec ce plan-là, d'atteindre 12. Donc tout ce qu'il y a après ces 6 millions, on vous reverse 35% à la fin de l'année en bonus. Eh bien, ils ont dépassé les 12 millions. Forcément. Les gens ont touché des chèques en moyenne de 250 000 euros. En moyenne. Est-ce que leur travail valait ça? Absolument pas. Est-ce que vous pensez que s'ils n'avaient pas eu ce bonus, ils n'auraient pas également travaillé? Évidemment qu'ils auraient travaillé. Ils étaient bien payés. Mais le sujet, il est ailleurs. Le sujet, c'est que c'est une boîte qui, à un moment, a dit « Si on atteint l'impossible, je vous donnerai ce que personne ne donne. » Et ce genre de message, vous l'écrivez une fois dans votre boîte, vous avez une fidélité à vie. Évidemment, vous ne pouvez pas le faire tous les ans. Vous ne pouvez pas tous les ans prendre 30% de vos revenus et les redistribuer à des salariés alors que votre marge est de 10%. Parce qu'évidemment, ça coûte de l'argent des investisseurs. Mais si vous avez ça une fois dans votre vie, votre valo explose et vous vous y retrouvez. Et c'est cette capacité à vraiment faire des deals donnant-donnant qui soient réels, qui soient intenses, qui soient extraordinaires, qui font que votre startup va sortir du lot. Et c'est ça en fait le sujet. Le sujet, c'est qu'en prenant soin des gens et en prenant soin de leur situation personnelle, vous êtes, par exemple, les investisseurs ont hurlé en disant mais ils ont touché tellement d'argent qu'ils vont tous démissionner. Évidemment, personne n'a démissionné. Il faut vraiment être un investisseur et vivre dans un monde où tout le monde, je ne vais pas le dire, tout le monde harcèle tout le monde pour croire que ça se passe comme ça. Si les gens sont heureux dans leur boulot, quelle que soit la somme d'argent qu'ils aient touchée, ils restent. D'ailleurs, la preuve, dans la vallée, la plupart des gens qui deviennent millionnaires dans une start-up, ils restent. C'est très rare, il n'y a pas besoin de retention package ou je ne sais pas quoi, tout simplement parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Et c'est le sujet le plus important en fait. Et d'ailleurs, si quelqu'un touchait 250 000 euros et se barrait, ce serait une bonne nouvelle parce que ça voulait juste dire qu'il n'était pas motivé par la bonne chose. Donc, il y a toujours une façon de voir le bon côté de l'histoire et de voir ce que ça vous apporte. Mais cette gestion qu'on va appeler patrimoniale, personnelle, c'est un sujet important. Et vous avez besoin de vous munir de conseils, vous, à titre personnel. Et je vous invite tous à aller voir un fiscaliste dès que vous avez levé des fonds pour la première fois, à titre personnel, parce que c'est tellement compliqué dans ce pays. Et surtout, vous avez besoin de vous occuper des gens qui sont autour de vous pour être sûr que leur situation est convenable. Parce que c'est ce qui va créer du lien et de la confiance à long terme. Donc, si vous arrivez à avoir une bonne histoire à titre personnel, vous aurez à peu près un bon équilibre avec votre entourage. Si vous arrivez à sécuriser votre situation financière le plus rapidement possible, vous serez dans une situation où vous pourrez prendre tous les risques que vous voudrez, vous n'aurez pas un goût amer dans la bouche. Parce que votre entreprise réussisse ou ne réussisse pas, vous pourrez toujours faire autre chose et vous serez dans une situation. Troisième aspect de vie personnelle, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire me motive ou pas? Et finalement, ça c'est la version la plus luxe. C'est la version de est-ce que finalement, je ne regrette pas l'idée dans laquelle je me suis lancé. Et ça, c'est un sujet important parce qu'on le voit. Alors, on va exclure les gens qui se sont lancés dans quelque chose, ça ne marche pas. Et je veux dire, si ce que vous faites ne fonctionne pas et qu'en plus, vous n'êtes pas heureux que ça ne fonctionne pas de le faire, vous feriez mieux de changer parce que là, vous perdez tout. Donc, je pense que la motivation personnelle. Mais la motivation personnelle est plus grave à l'inverse. C'est qu'on a, nous, des entrepreneurs qui ont démarré sur une idée. Cette idée explose, cartonne. Et sauf que c'est des idées chiantes.
Et résultat, ils ont un blues, c'est que tout le monde projette sur eux du succès, de la gloire et tout ce qui va avec, et eux, personnellement, se sentent hyper déçus de ce qu'ils font. Et vous savez, il y a malheureusement dans ce monde pas de corrélation entre faire quelque chose d'intéressant et gagner de l'argent. Je pense que le pire cas de The Family, on a un type qui tout seul gagne entre 70 000 et 80 000 euros par mois en faisant du SEO. Et il a trouvé une faille SEO, il gagne de l'argent, il s'est créé un groupe comme ça, et il n'en peut plus. Mais le problème, c'est que, il n'arrive pas à déléguer, parce que c'est peut-être pas pour rien qu'il est encore seul alors qu'il gagne autant d'argent. C'est qu'il y a des problèmes personnels à régler. Deuxièmement, il est dans une situation où tous les jours qui passent, il s'emmerde encore plus que la veille. Et c'est terrible, nous on le voit dépérir. Et on voit bien qu'il va mal. Et on voit bien que ça ne l'amuse pas. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que c'est de la drogue dure, l'argent. L'argent est une drogue hyper dure. Quand vous en gagnez, c'est très dur d'en sortir. C'est pour ça que les gens rêvent tous à un moment ou à un autre de gagner leur vie. Et les gens qui gagnent leur vie vous disent tous, bon, je ne vais pas me plaindre, mais c'est quand même des emmerdes en fait, l'argent. Donc l'argent rend jamais les gens heureux en fait. C'est la vie des gens qui rend heureux. L'argent, c'est vraiment un outil au service de votre vie. Et quand vous n'avez pas quelque chose qui définit votre vie et que vous êtes tombé sur une opportunité parce que vous vouliez gagner de l'argent, donc vous avez pris l'opportunité la plus simple, vous rentrez dans une prison qui est très compliquée. C'est la prison de je gagne de l'argent et je ne sais pas quoi faire. Alors, vous avez tous des amis dans cette situation-là, vous ne vous rendez pas compte. C'est tous les gens autour de vous qui ont fait une bonne école et qui ont un bon emploi et qui passent leur temps à vous dire « je rêve de faire une start-up ». Vous les connaissez, ces gens-là. Et ces gens-là sont dans cette prison-là, c'est la même. Alors, si vous sortez de cette prison pour aller dans une prison encore pire, qui est celle que vous vous êtes construit vous-même, au moins quand vous êtes dans une grande entreprise, vous pouvez vous dire « c'est eux les méchants, c'est pas moi ». Mais quand c'est vous qui avez installé barreau après barreau, vous l'avez serti, vous l'avez enfoncé dans le sol, et vous êtes rentré dans cette cage, vous êtes dans une situation qui est très dure. Alors, je pense qu'il y a une façon très simple de sortir de cette case. C'est tout simplement accepter l'idée de perdre ce qu'on a, et il ne faut pas hésiter à tuer des startups qui marchent. C'est quelque chose qui est compliqué à admettre, mais il y a plein de startups qui marchent et qui ne devraient pas exister. Il y en a plein. Il y a plein de startups inutiles, il y a plein de startups. Et vous pouvez la voir comme un exercice où, j'ose pas faire de comparaison personnelle, mais on a tous au moins eu une fois ça dans la vie. On a tous un jour été en couple avec quelqu'un où quelque chose était extraordinaire, mais tout le reste n'allait pas. Au moins une fois. À un moment, vous finissez par vous dire ça ne le fait pas, je vais passer à autre chose. Vous ne pouvez pas trouver quelqu'un de nouveau si vous restez avec cette personne. Parce que forcément, ça pompe l'énergie, c'est compliqué, ça crée de la relation. Donc, à un moment, il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est exactement la même chose avec les idées de start-up. Et finalement, pourquoi la plupart des entrepreneurs n'arrivent pas à tuer ces idées-là? C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas défini à titre personnel qu'est-ce qui les motive. Et si vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas finalement motivé par l'argent, mais que vous tenez à l'argent que vous gagnez, vous devez faire preuve d'un acte de courage qui est de choisir entre les deux. Et cet acte de courage, vous ne le ferez pas tant que vous pensez que le sujet, c'est votre start-up. Parce que, qu'est-ce que tous ces gens-là font? Ils essaient de transformer leur start-up. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, en fait, je vais créer une nouvelle activité, ou je vais créer une nouvelle marque, ou je vais créer, j'en vois qui sourit, je vais créer un machin, et puis ça devient des bousins complètement incompréhensibles, et vous êtes dans une situation où vous n'arrivez à rien faire. Alors, je sais, vous vous dites, bon, quand j'en serai là, je serai très content, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point, en fait, c'est au début que vous avez la chance de pouvoir écrire sur une page blanche qui vous avez envie d'être. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez définir, parce que vous n'avez pas la tentation. J'ai lu un article ce matin qui me faisait penser à ça. Vous savez que la plupart des gens qui ne prennent pas de drogue sont des gens qui ont décidé de ne pas prendre de drogue. Ça a l'air évident, mais ça ne l'est pas. On pourrait se dire que la plupart des gens qui ne prennent pas de drogue, c'est parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de prendre de la drogue. Ce serait une explication tout à fait légitime à l'absence de drogue. En fait, il faut savoir que dans notre génération, alors pour les gens de moins de 30 ans,
Les gens de moins de 30 ans se sont fait offrir de la drogue au moins une fois dans leur vie, à 100%. Il n'existe personne de moins de 30 ans qui, au moins une fois, n'a pas été une situation où il s'est fait offrir ça. Alors, pas du tout un jugement, si vous prenez de la drogue, tant mieux, je m'en fous complètement. Mais c'est pas ça mon point. Mon point, c'est que vous pouvez décider à un moment de ne pas toucher à quelque chose, et c'est beaucoup plus facile d'en sortir que de ne jamais décider si on en prend ou pas, d'essayer pour voir et ensuite d'essayer d'en sortir. Parce que ce chemin-là, c'est un chemin qui n'est pas un chemin du choix, qui n'est pas un chemin de la liberté. C'est un chemin où vous subissez le monde qui est autour de vous. Et il y aura toujours quelqu'un pour vous expliquer que vous n'êtes pas à plaindre, que c'est plutôt sympa, que c'est plutôt bon, que c'est plutôt je sais pas quoi. Et sur la drogue, on se le représente bien parce qu'on voit bien le downside de prendre de la drogue. On ne voit pas le downside qui est dans un projet entrepreneurial qui nous emmerde. Mais le problème, c'est qu'être dans un projet entrepreneurial qui nous emmerde, c'est bien pire que de prendre une drogue qui vous détruit. Parce qu'en plus, ce n'est pas quelque chose d'objectivable. Vous ne pouvez pas vous dire « je vais arrêter de me faire du mal ». Parce que vous êtes dans un environnement où tout ce que vous faites vous fait du mal. Et vous n'imaginez pas le nombre de gens qui applaient ici et qui ont l'air de s'endormir quand ils pitchent leur projet. Et c'est toujours la même chose. Alors en général, c'est toujours des idées de... j'ai vu... évidemment, je suis désolé de le dire, hein, mais les étudiants en école de commerce sont plus victimes de ce phénomène que les autres, pour une raison assez simple, c'est qu'ils ont appris à évaluer des opportunités. Vous n'imaginez pas le malheur qu'il y a eu le jour où on vous a appris à faire ça. Encore les types qui ne comprennent rien. Ils ne se disent pas, il y a un marché. Ils ne savent pas faire une étude de marché ou voir une opportunité. Donc ils foncent et ils font des choses par instinct qu'ils aiment. Et en général, quand on fait par instinct quelque chose qu'on aime, on finit par trouver une position confortable. Mais vous, par exemple, on a... je crois que la plus grande caricature que j'ai vue récemment, c'est un type qui vend des insectes à manger. Et je vous dis pas sa tronche quand il ouvre sa boîte pendant le pitch. Alors vous dites, un type qui vend des insectes, il adore ça, il est fan d'insectes, il se fait des insectes depuis qu'il est gosse dans du miel, et il vient vous raconter que c'est plein de protéines et que c'est vachement bien, tu vois. Non. Et alors déjà, moi, l'idée de bouffer des insectes, moi, ça a gerbé, quoi. Déjà, j'avais envie de le foutre dehors. Mais la seule question que je lui ai posée, c'est pourquoi il fait cette boîte. Et il m'a dit, d'après Xerfi 2014, le marché des insectes avant la fin de l'année sera 10 milliards dans le monde. Waouh! Et je lui dis, mais tu sais, quel est aujourd'hui le marché en plus forte croissance dans les biens consommables? Il me dit, je sais pas, le savon. Opportunité énorme. Je veux dire, personne ne se dit, je vais lancer une boîte de savon, alors que le savon est en croissance de 30% par an. Notamment, il est de plus en plus utilisé dans plein de pays. C'est un truc malade, le savon, le marché du savon. Vous voulez faire une boîte incroyable, réinventer le savon. Mais je lui dis, tu vas inventer le savon? Bah ouais, non, mais ça c'est pas terrible, c'est pas innovant. Ah bah oui, parce que bouffer des insectes, c'est innovant. Ouais, et vous voyez, c'est le problème. Imaginez que le même pitch, vous tombiez sur un type tellement charmant, tellement fasciné, qu'il les mange avec tellement de gourmandise, que comme un con, vous essayez un insecte. Bah vous dites, il va réussir. Et le pire, c'est que ce con-là, eh ben, il a une traction de malade. Parce qu'il est dégoûté par ces insectes, mais il a signé je sais pas qui, Monoprix, Colette, je sais pas quoi, et vous allez voir, ça va être la déferlante des insectes protéinés. Mais est-ce qu'à le moindre moment, j'ai envie d'aller travailler avec un type comme ça? Absolument pas. Parce que dans 3 ans, quand il aura vendu à tout le monde, il va nous faire sa crise de la quarantaine, il va nous expliquer qu'en fait, sa vie ne vaut pas d'être vécu, et que vendre des insectes, en fait, c'était assez con, parce que ça le dégoûte, et qu'il n'en a jamais bouffé. Et je lui ai demandé d'en manger devant moi pour montrer, et il ne l'a pas fait. Je veux dire, il n'a même pas eu le courage. Donc, et je pense que c'est la caricature suprême de la relation que la plupart des gens ont avec leur projet entrepreneurial. Ils pensent à des opportunités au lieu de penser personnellement à ce qu'ils font. Et le problème, c'est qu'à un moment ou un autre, vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous prendre en flagrant délit. Et si ce n'est pas vous qui le voyez, les autres autour de vous vont le voir. Et un jour ou l'autre, vous tomberez sur un Ducasse de l'insecte. Parce que si les insectes doivent marcher, c'est qu'un jour, un type viendra et vous ravagera. C'est un peu la même chose que les types qui ont ouvert des restaurants de burgers, ils sont en train de se faire ravager par les Big Fernand & Co. C'est un peu la même chose que tous les gens qui ont ouvert des choses dans une première phase parce que c'était une opportunité, et dans une deuxième phase, les vrais passionnés arrivent. C'est Microsoft qui se fait ravager par Google, notre bon exemple.
pour les plus geeks. Des questions? Je suis sûr que vous avez plein de questions, on a encore une demi-heure si vous voulez. Soyez pas timide, vas-y. Alors, la question, c'est quand on est étudiant et en couple, c'est facile de négocier 1 an de bon temps à l'étranger parce qu'il y a une date de retour. Et que la même opportunité, c'est de partir faire sa start-up, c'est beaucoup plus dur à négocier. Ou du moins, la question, excuse-moi pour la réponse avant la question c'est comment ça se négocie. Alors, je pense que la première étape dans toute gestion crédible de sa vie personnelle en tant qu'entrepreneur, c'est d'être réaliste. Aucun entrepreneur qui réussit sa start-up à l'étranger ne revient. Point. Vous n'allez pas vous faire chier à aller passer 3 ans de votre vie sacrifiés dans la vallée pour qu'une fois que ça marche, vous dites « Salut les gars, je me barre ». Personne ne fait ça. Les seuls gens qui reviennent sont les gens qui étaient en vacances à l'étranger. Il y a plein de gens qui reviennent de la vallée, de machin, mais c'est parce qu'ils n'ont pas travaillé. J'ai passé 3 ans dans la vallée, j'ai jamais travaillé. J'ai rencontré des gens, machin. Alors ces gens-là, en général, ont des titres, business angel, advisor, mentor. Il y a plein de raisons de ne pas bosser. Donc la vérité, c'est que quand vous êtes dans une situation où vous devez prendre ce genre de choix de vie, tu reprends mon histoire des 5 points au début et t'en choisis 2. Et le problème, c'est que tu verras que le couple, pour le coup, eh ben, il est tout simplement géographiquement pas valable. Soit la personne qui est avec toi est suffisamment amoureuse pour te suivre et faire quoi que ce soit là-bas, soit elle ne l'est pas et il n'y a pas de date de retour. Parce que quand, en tant qu'entrepreneur, vous décidez de partir à quelque part, vous ne pouvez pas vous dire pendant 3 ans, je vais être là et je vais revenir. Mais en plus, attendre 3 ans, encore, si c'est possible. Mais donc, il n'y a pas de bonne réponse. La seule bonne réponse, c'est qu'il faut rompre et passer à autre chose. Et alors, je vous le dis, vous n'imaginez pas à quel point ce genre de choix sont importants. Il y a des moments dans la vie où vous devez choisir votre vie ou votre boîte. Vous pouvez très bien choisir votre vie. Ou l'inverse, tu ne vas pas faire ta boîte. Mais pour une raison assez inconnue, les gens sont assez lâches. Et en général, quand ils sont face à ce genre de choix et qu'ils ont le malheur de choisir leur vie par rapport à votre boîte, vous êtes dans une merde noire. Parce que vous allez payer la dette pendant 10 ans. Pendant 10 ans, on va vous expliquer que tout ce qui ne va pas dans votre vie, c'est parce que ce jour-là, vous ne l'avez pas laissé vivre son opportunité. Donc faites vachement attention, vous, à l'inverse. C'est que quand les gens autour de vous ont ce genre d'opportunité, vous devez faire très attention à comment vous le gérez. Par exemple, il y a un entrepreneur, je me permets d'en parler parce que je sais qu'il en parlerait s'il était là, c'est Thibaut Favre de All My Apps, qui a eu ce sujet personnel. Il est à la tête d'une boîte qui va mal. C'est la merde. Et sa fiancée vient et lui dit j'ai une super opportunité, au fin fond de nulle part, j'ai trouvé un postdoc dans la meilleure université de je sais pas où. Et alors il faut voir où c'est. Hein. C'est vraiment, vous savez, campus à l'américaine au milieu de nulle part. Il m'a dit, ça m'a pris 30 secondes de réfléchir. Et il est parti avec elle. Et franchement, il est parti au pire moment. Il a passé 1 an et demi dans les avions, il a passé 1 an et demi de merde, il n'en pouvait plus. Mais parce qu'il a dit, c'est très simple, soit je lui ai empêché de vivre ça, et pendant les 10 prochaines années, on aurait choisi ma boîte par rapport à sa carrière universitaire, alors que moi, finalement, de toute façon, la boîte ne marchait pas et j'aurais pu en construire une à distance, ou soit on arrêtait là, en fait. Et je pense qu'il a été hyper courageux, il a été hyper simple, c'est dans son caractère d'être courageux et simple pour le coup, mais souvent, les gens essayent de trouver des réponses là où il n'y en a pas. Et la plupart des problèmes personnels que les entrepreneurs ont, sont des problèmes où il n'y a simplement pas de réponse. Point. Je veux dire, cas très récent, oui, alors Office Hour, je vais essayer de ne pas faire un air qui me dégoûte d'avance. Oui, mon mari a monté une start-up et on rembourse un crédit pour la maison et on a du mal avec les mensualités. Non mais sérieux? Mais c'était pas annoncé avant? C'est quoi la solution? La solution, c'est qu'il arrête sa boîte. Enfin, il n'y a pas d'autre solution. Quelqu'un ne peut pas venir et se dire « Alors en fait, j'aimerais que le monde entier s'adapte à ce que j'ai envie. » Ça n'a pas de sens. Évidemment que si vous avez 3 enfants, un crédit, et que vous n'avez pas d'argent d'avance, et que vous lancez une start-up, c'est quand même génial comme pitch. « Bonjour, j'aimerais lever des fonds parce que j'ai 3 enfants et une maison. » Les gens vont dire et puis quoi encore? C'est pas mon problème. Et heureusement que ce n'est pas le problème des investisseurs. Et ces mêmes personnes viennent vous expliquer, je comprends pas, le marché du financement en France, qu'est-ce qu'il est dur? Je serais aux US, j'aurais levé comme ça. Mais aux US, ils auraient buté ta femme.
dire, le mec serait venu à la maison et aurait dit, écoute, tu vas divorcer, tu nous emmerdes. Donc, c'est pas, il y a un moment, il n'y a pas une solution à tout. Il y a des choses où on peut trouver un point d'équilibre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ne pas faire une boîte quand on a des enfants. Ça veut juste dire, il faut être conscient. On a des enfants, on fait une boîte. C'est-à-dire, soit on va dans une boîte qui est vachement bien financée et on peut se payer un salaire, soit on admet qu'on prend un risque familial énorme et c'est quand même une autre affaire qu'un risque personnel. Mais on ne peut pas le faire en disant, t'inquiète pas, ça va aller, je ne sais pas quoi, je vais trouver des investisseurs. Non, ça n'existe pas. Ouais. Alors, question, vous avez tous entendu? Ouais. Question très intéressante qui a une réponse très simple. Il n'existe pas de risque de lancement autre que le risque maximal. Le jour où vous décidez de lancer une boîte, si vous avez des économies, vous oubliez vos économies. Point. C'est pas le sujet. À un moment, créer une boîte, c'est être all-in. Et c'est pour ça qu'une fois que vous êtes all-in et que c'est passé, vous devez à nouveau vous sécuriser pour ne plus être all-in. Je pense que le problème que beaucoup d'entrepreneurs ont en France, c'est qu'ils ne sont pas réellement all-in au début. Ils essayent de se garder un peu d'économie au cas où ça tourne mal. Ils essayent de se garder des trucs sur le côté. Et une fois qu'ils commencent à bâtir quelque chose où ils pourraient en tirer quelque chose, ils continuent à être ce semi-all-in et pas vraiment changer leur situation. Donc c'est vraiment une gestion à deux temps. Maintenant, est-ce qu'on peut faire une boîte et prendre un petit taf à côté? Non. Si tu as l'opportunité d'avoir un peu d'argent et d'avoir tes 900 balles pendant 10 mois, il faut prendre tes 900 balles et les griller. La question qui se pose réellement, c'est qu'est-ce qui se passe le jour où tu n'as plus d'économie, tu as besoin de 900 balles et tu fais ta boîte? Dans ce cas-là, tu n'as pas de choix. Tu prends un petit taf. Parce que l'acte entrepreneurial est forcément, à un moment ou à un autre, porté par l'absence de choix. Et l'absence de choix est l'une des plus grandes forces personnelles entrepreneuriales. Mais c'est pour ça que ce moment fondateur, il faut en sortir le plus vite possible. C'est ce que j'essayais d'expliquer peut-être maladroitement au début de ma conférence. Dans le mot start-up, il y a le mot start. Une start-up, ça peut pas, on peut pas. On rencontre des gens, nous ici, et ils nous disent des choses pas possibles. Ça fait 10 ans que je fais ma start-up, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vas pas me tenir responsable si ça fait 10 ans que ça marche pas. Et ça s'appelle pas une start-up si ça fait 10 ans. Si ça fait 10 ans, ça s'appelle une déprime. Et le problème, c'est que les gens, au lieu de prendre l'élément en face et de se dire, bon, ok, pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce que je peux changer radicalement? Ils espèrent que le monde autour d'eux va changer. Mais le monde autour de vous, il ne change pas. La seule personne qui peut changer, c'est vous. Donc, si vous n'êtes pas prêt, vous savez, nous, on a très souvent des gens qui viennent et qui nous expliquent qu'ils vont faire leur start-up et ils vont garder leur boulot jusqu'à la première levée de fonds. Alors ça, c'est une des blagues assez récurrentes qu'on entend. Parce que moi, comment je la tourne cette phrase? Je dis, bon, ben voilà le pitch investisseur. Bonjour monsieur l'investisseur, j'aimerais votre argent dans une idée où j'y crois pas suffisamment pour ne pas avoir de salaire pour les 6 prochains mois. Vous comprenez bien que le type en face va se dire, mais il se fout vraiment de ma gueule en fait. Il espère que je vais lui payer ses vacances. Et ça, en fait, c'est un sujet récurrent dans le monde entrepreneurial. C'est que la seule chose qui définit l'acte entrepreneurial, c'est la prise de risque initiale. Plus cette prise de risque est forte, plus vous êtes entrepreneur. Ça ne veut pas dire que vous devez rester dans cette situation de risque ad vitam aeternam, parce que vous devez le plus rapidement possible être autre chose qu'une start-up. Mais l'acte de création d'une start-up est un acte de risque. Donc oublie tes économies, je suis désolé. Vas-y. Parle fort. Comment pouvoir bien définir qui on veut être sur la page blanche tout en évoluant sa définition du succès? Ah ben c'est très simple, c'est pas parce que tu te sens pas obligé de n'avoir qu'une page blanche. C'est quand même le point. Tous les 6 mois, tu peux réécrire ta nouvelle page blanche. Et parce que tu vas apprendre des choses, parce que tu vas évoluer. D'ailleurs, ça c'est marrant, parce que souvent quand on dit aux gens, il faut que vous définissiez très précisément ce que vous voulez être, les gens entendent, il faut définir très précisément ce qu'on veut être et ne plus jamais le changer. Et c'est faux. Par exemple, j'avais un TOC quand j'étais petit, un peu bizarre. J'écrivais mon CV. Et je sais pas pourquoi, parce que j'avais assisté à un... Mais j'étais petit, hein, j'avais été à une formation à Pôle emploi, je sais pas quoi, là, avec mon CM2. Et les mecs se sont dit, on va faire visiter un Pôle emploi. Alors déjà, bien l'idée. Hein. Prenez une classe de CM2, vous les amenez voir le chômage. C'est ça qui vous attend. Bon, d'accord.
Et la formation à Pôle emploi, c'était qu'il fallait faire son CV. Et alors, il fallait prendre un ordinateur. Et alors, moi, j'avais la chance parce que j'étais plutôt à l'aise sur ordinateur. Alors, il y avait un modèle de CV. Alors, il fallait écrire sa vie, machin. Alors, déjà, première caractéristique, ça m'a vachement marqué comme histoire. Parce que les gens autour de moi ont écrit que des CV de merde. J'étais le seul à avoir un CV de milliardaire. C'était drôle. Et alors complètement délirant le CV 2010-2015 yacht machin, et alors tous les types autour de moi étaient là, ouais, chômage machin. Je dis putain, ils sont déjà déprimés, ils ont 10 ans, ils sont déprimés, c'est vraiment triste quoi. Et après j'étais pas dans le quartier le plus favorisé. Et alors un autre truc qui m'a marqué, c'est que quand je suis rentré chez moi, tous les mois, ça a duré au moins jusqu'à la fin de la 5e, je réécrivais mon CV. Et pour moi, c'était simplement une façon de projeter qui on était. Et en fait, quand vous savez, en latin, CV, c'est curriculum vitae, c'est le chemin de vie. Je trouve ce mot génial. Parce que c'est l'idée. C'est quoi un CV? C'est que normalement, chez les Romains, c'est l'idée que vous tracez la vie que vous avez eue. Donc vous devez vraiment la tracer et la dessiner pour avoir une bonne image, parce que cette vie-là dépeint la vie à laquelle vous pouvez prétendre. Parce qu'une route, c'est à la fois ce que vous avez derrière et ce que vous avez devant. Et c'est en ça que l'exercice du CV est un exercice génial. Non pas dans l'exercice formel de mettre, vous savez, ces trucs affreux que personne ne lit et qu'on envoie quand on est désespéré, mais vraiment, tout simplement pour écrire ce chemin de vie. Et simplement réfléchir à ce que vous avez fait et ce que vous ferez. Et c'est peut-être ça l'exercice. Peut-être que les entrepreneurs, tous les 6 mois, devraient écrire leur CV et se dire, OK, dans 5 ans, qu'est-ce que j'ai envie que les gens... alors maintenant, on écrit des profils LinkedIn. Il faudrait que LinkedIn ait une fonction future. Vous puissiez écrire votre profil au futur et que tous les 6 mois, LinkedIn vous rappelle et vous dise, alors, est-ce que ça avance? Comment tu évalues de 0 à 100 ton achievement? Mais ce n'est pas parce qu'on définit des choses que ces choses sont fixes. Retenez ça. C'est pas parce que vous avez défini quelque chose que vous devez vous sentir prisonnier de ce que vous avez défini. C'est pas parce qu'à un moment vous avez décidé que vous faisiez quelque chose pour une raison que vous pouvez pas découvrir une meilleure raison. Et alors, de ce point de vue, moi j'ai beaucoup changé entre The Family et mes aventures précédentes. Avant, j'étais le genre de type à être obsédé par avoir une ligne très claire à très long terme. Et The Family, comprenez un truc, je me suis jamais levé en me disant que j'allais ouvrir un incubateur. C'est quand même un point important. Vous vous levez pas. S'il y a des gens qui se lèvent un matin et le rêve de leur vie, c'est d'ouvrir un incubateur, je suis triste pour eux, quoi. Ça n'a pas de sens. Vous vous levez pas le matin en vous disant je vais créer un incubateur. Non, ce qui s'est passé avec The Family, c'est que la première chose, je me suis dit j'ai envie de travailler avec Alice. C'est l'élément fondateur. Après, on trouvera quelque chose à faire. Bon, il s'avère, on va faire un accélérateur. Bon, ok. Et puis, ça devient un objet non défini. Et pourquoi c'est un objet non défini? Tout simplement parce que c'est un objet vivant. Et c'est pas parce qu'on a une vision très claire de la prochaine étape que chacune des prochaines étapes ne réécrit pas l'étape d'après. Moi, j'aurais jamais cru que les gens achèteraient Coup d'État. Jamais. Je vous le dis, hein. La première fois qu'on m'a dit on va mettre une caméra, on va te filmer, on va mettre YouTube, je me dis oh là 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 là, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Puis après les gens vous disent ah c'est génial, j'ai appris des trucs. Ils disent, ah bon? Bon c'est cool, bon, on va en faire plus. Puis après vous vous dites ah ben peut-être que les gens paieraient pour ça. Mais en fait ils payent. Alors vous montez le niveau parce que vous dites merde maintenant ils payent. Faut au moins que les chemises aient l'air repassées. Enfin, et après, une fois que les gens... Alors après, vous faites quoi? Vous allez à l'étranger, puis vous rencontrez des gens. Récemment, j'étais à Barcelone. Moi, ça fait 1 an qu'on dit à tout le monde, on va aller à l'international. Ça fait 1 an, tous les gens répondent, disent, vous avez construit un truc en France, vous devriez consolider avant d'aller ailleurs. Ouais, c'est ça, ouais. Consolidons. Et la deuxième chose qu'on entend, c'est mais pourquoi quelle légitimité vous allez aller dehors? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de quelle légitimité on a? On va y aller, on va bien voir. Si les gens ne veulent pas de nous, ils nous chasseront à coups de cailloux. S'ils veulent de nous, ils nous prendront. Alors c'est un truc de dingue. J'étais à Barcelone pendant 2 jours. J'ai posté un message sur Facebook. Ah, je suis à Barcelone, machin. J'ai fini avec 70 demandes de rendez-vous. Je me suis dit, mais en fait, c'est un truc de dingue. Il y a des startups ici. Et la plupart du temps, c'est comme ça que vous redéfinissez. Jamais on a ouvert The Family. On avait ouvert The Family, je me souviens, une des conversations, c'était de dire, ah, dans 5 ans, ce serait sympa si on avait un grand lieu. Dans 5 ans. On a mis 1 an à l'avoir. Bah forcément, quand vous mettez 1 an à avoir ça, vous dites, bon, bah, qu'est-ce que dans l'année d'après, je peux avoir?
ce que vous faites et ce que vous définissez et la façon dont vous voyez dépend de toutes les décisions que vous prenez, mais aussi de tout ce qui se passe autour de vous. Vous n'êtes jamais à l'abri de grosses claques. Je veux dire, vous n'êtes jamais à l'abri qu'à un moment, vous prenez une claque monumentale du marché. Regardez, prenez Itch chez nous. Itch, c'est quand même Qui utilise Itch, là? Ah, je suis content. Itch, c'est un concurrent du Burpop qui est ouvert entre 19h et 6h du matin et qui est principalement utilisé pour amener des jeunes bourrés en banlieue. C'est la posture de marché. C'est une croissance exponentielle. Regardez, Itch, c'est une boîte qui cartonne, qui a une croissance à 2 chiffres toutes les semaines, où tout va bien. Ils n'ont jamais eu de problème alors qu'ils sont dans un domaine compliqué. Le vendredi, avant le jeudi, la grève, on fait une réunion et on décide stratégiquement que la meilleure posture à décider, c'est de ne pas bouger parce que jamais l'État n'osera interdire Itch, parce que Itch, contrairement à Uber Pop, est dans le covoiturage. Parce qu'ils limitent le revenu de leurs chauffeurs à 6 000. C'est impossible de gagner plus de 6 000 euros par mois sur Itch. Donc, il n'y a aucun risque. Oui, il n'y a aucun risque jusqu'au jour où il y a un préfet qui se chauffe et qui vous interdit. Et il ne vous interdit pas sur un domaine légal. Il vous interdit parce qu'il y a des taxis qui sont en train de foutre à feu et à sang la ville. Et ils agressent des gens qui montent dans des Itch. Ils ne cherchent pas, ils interdisent. Donc, vous voyez... Itch, quand même, la semaine prochaine, ils étaient censés être à Londres pour ouvrir Londres. Vous croyez qu'ils sont à Londres en ce moment? Non, ils envoient tous les jours à 2h du matin le récapitulatif de ce qui s'est passé dans la journée. On va pouvoir écrire un livre d'aventure avec le récapitulatif. Les taxis qui se chauffent, c'est un truc. Hein. On est en train de découvrir une mafia dans la mafia, quoi. Mais vous voyez bien, à un moment ou à un autre, ce que le monde extérieur produit redéfinit qui vous êtes. Maintenant, la semaine dernière, Itch, c'était une boîte qui allait se déployer dans l'ensemble de l'Europe. Cette semaine, et tout le monde se pose la question, est-ce qu'ils sont encore vivants dans une semaine? C'est ça aujourd'hui la réalité des dirigeants. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas résister, il ne faut pas lutter, il faut abandonner? Non. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas quand même se déployer dans le reste du monde? Non. C'est tout simplement que la façon dont vous vous définissez et le temps et l'horizon de temps que vous avez dépend autant du monde extérieur que de ce que vous décidez. Et ça, il faut le comprendre. Je vais juste vous raconter une histoire. C'est une blague que je fais trop souvent aux entrepreneurs. Un entrepreneur qui rentre dans une famille, c'est toujours la première même conversation. Bonjour, je fais ma boîte. En septembre, je sors mon proto. Et en octobre, je vais lever des fonds. Et je réponds toujours la même chose. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'enfant. C'est un enfant, il vient et dit à sa maman, maman, j'ai faim. Puis la maman, elle répond, c'est pas l'heure de manger. Et ça, c'est un drame. Moi, c'est l'un des moments les plus dramatiques de ma vie. Je dis quoi? C'est pas moi qui décide quand je mange. C'est quoi cette histoire? Et pourquoi? Parce que oui, il y a une société qui impose des heures à laquelle manger. C'est l'un des phénomènes les plus contre-naturels possibles. Hein. Je vous assure, à mon avis, les premiers mecs à qui on a imposé des heures de repas, ça a dû être un délire. C'était pire que Uber contre taxi, quoi. Mais résultat, les entrepreneurs, c'est la même chose. La plupart des entrepreneurs, ils ne lèvent pas des fonds parce qu'ils ont décidé de lever des fonds. La plupart des entrepreneurs lèvent des fonds parce qu'ils peuvent lever des fonds. Mais pourquoi ils le peuvent? Parce que les gens en face veulent bien leur donner de l'argent. Croyez jamais qu'un entrepreneur décide sa levée de fonds. Un entrepreneur prend l'opportunité d'une levée de fonds. Et c'est le problème de la plupart des entrepreneurs. C'est qu'au lieu de saisir des opportunités, ils essaient d'écrire des stratégies. Mais vous savez il ne peut pas y avoir de stratégie dans une start-up. La stratégie, c'est l'utilisation du capital dans le temps. C'est ça la définition de la stratégie. Donc vous définir qu'à telle date vous ferez ça alors que c'est un élément qui ne dépend pas de vous mais d'eux, ça n'a pas de sens. Parce que si ça se trouve, ils ne voudront pas envoyer l'argent en septembre mais en octobre. Vous n'allez pas arrêter votre boîte en disant bon, ils n'ont pas voulu envoyer l'argent en septembre, j'arrête. Question? Ouais. La question, c'est comment réussir à rester motivé sur sa start-up alors qu'on considère que ça va être un échec. Alors, c'est justement l'un des sujets les plus durs. C'est pas que vous devez considérer que votre start-up est un échec. Vous devez considérer que toutes les start-up échouent. Je vais donner un exemple que tu vis tous les jours. Dans cette pièce, tout le monde va mourir. Alors, ça a été dit dans Game of Thrones, Vlagar Moguris. All men must die. Je veux dire, à moins que Laurent Alexandre se motive un peu,
ou Google, ou je sais pas quoi. Merci Ronan de rigoler à mes private jokes. Ça me fait vachement plaisir. À moins qu'il y ait un type qui arrive à tuer la mort, et on pourra faire un débat philosophique sur le sujet, il est probable qu'on va tous mourir. Est-ce que c'est pour ça qu'on arrête de vivre? Si tu t'imagines un type qui vient te voir et dit mais à quoi ça sert tout ça? De toute façon, à 80 ans, c'est fini. Et puis, si je suis chanceux, peut-être à 90, mais en plus, je serai un légume. Why? Et je veux dire, les gens ont beau savoir qu'ils vont mourir, c'est pas pour ça qu'ils ressentent la peur de la mort. D'ailleurs, c'est une maladie psychologique. Il y a des gens qui, tous les soirs, en dormant, pensent qu'ils ne se relèveront pas. C'est l'une des pires maladies psychiatriques. C'est le fait d'avoir vraiment peur de la mort. Mais la plupart des gens, on vit très bien et on vit avec l'idée qu'effectivement, on peut sortir dehors et se faire écraser. C'est pas pour ça qu'on va pas sortir dehors. Et bien, ta startup, c'est la même chose. Il faut que tu comprennes que ta startup a déjà échoué. Parce que toutes les startups ont déjà été créées et toutes les startups ont déjà échoué. C'est limite métaphysique ce que je suis en train de vous dire. Mais évidemment, la probabilité que ta startup réussisse est très très faible. Mais c'est cette probabilité qui fait que justement, tu dois faire le maximum pour qu'on se souvienne de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? En d'autres mots, qu'est-ce que ça veut dire écrire son CV d'entrepreneur? Écrire son CV d'entrepreneur, ça veut dire que les gens vous connaîtront même si votre startup rate. C'est ça en fait, écrire votre CV d'entrepreneur. Or, 99% des faillites de startup, ce n'est pas la faillite que vous imaginez. Je veux dire, la faillite du type, le type finit avec un procès, on vient retirer les serveurs et on fait un dépôt de bilan, c'est une faillite d'élite. La plupart des faillites, c'est deux types dans un salon qui avaient décidé de faire un truc. Vous savez ni d'Ève ni d'Adam ce qu'ils ont décidé. On n'a jamais entendu parler d'eux. Et puis maintenant, ils ont raté leur start-up. D'ailleurs, Thibaut Favre raconte ça super bien dans son post-mortem de All My Apps. Il dit, la première start-up que j'ai fait, je passais 2 ans à développer un produit dans la cave avec mon dev. On était trop fiers. On l'a présenté au monde. En 1 semaine, on n'avait plus d'argent, parce que ça faisait 2 ans, on était exténués. Personne n'a voulu acheter. J'ai arrêté. Quand les gens me disaient, mais tu fais quoi? Je disais, bah, je fais la start-up machin. Et tout le monde me disait, là, quoi? Mais c'est une start-up, ça, j'en ai jamais entendu parler. Et il s'est rendu compte qu'il avait perdu 2 ans de sa vie off. Et qu'il pourrait jamais raconter à personne ces 2 ans-là. C'est ça le pire. Quand tu es entrepreneur, c'est pas de rater. C'est ça qui est incroyable. C'est que tu n'as même pas eu l'opportunité que les gens te disent, ça marche pas. Ils savent même pas que ça existe. Et je pense que vous devez tous prendre conscience que si vous admettez l'idée que vous allez mourir en tant qu'entrepreneur et donc que votre startup va échouer, que justement vous pourrez faire des choses qui sont improbables. Parce qu'au lieu de faire les 80% de choses average qui vont vous classer dans les 80% d'entrepreneurs, vous serez peut-être concentré dans les 1% de chances qui vous feront sortir du lot. Parce que c'est ces choses-là qui font sortir du lot. Et ce ne sera peut-être pas la bonne, mais ça vous entraînera et vous finirez par faire quelque chose d'extraordinaire. Vous avez absolument besoin de prendre beaucoup de risques parce qu'à la fin, c'est la seule façon. Bon, je vais vous donner une image. Si vous jouez à la roulette sur les rouges et les noirs, vous avez une chance sur 2 de gagner. Okay, mais un 0 peut toujours sortir, ce qui veut dire qu'à long terme, vous finissez toujours par perdre sur les rouges et les noirs. Okay, maintenant, si vous gagnez sur les rouges et les noirs, vous ne faites que doubler la mise. Vous doublez la mise alors que votre risque est toujours le même de tour en tour, parce que vous avez toujours le risque qu'un 0 sorte. Ça, c'est la façon dont la plupart des entrepreneurs font leur boîte. Ils misent sur rouge ou ils misent sur noir. Ils ont une chance sur 2 de gagner. Les entrepreneurs, ils font quoi? Ils prennent leur stock de jetons et ils mettent un seul jeton sur un chiffre et un seul chiffre. Effectivement, il y a très peu de chances qu'il sorte, mais s'il sort, c'est le jackpot. Et bien, c'est la même chose. Vous avez besoin de privilégier les stratégies où la variance est super forte, où si vous avez le moindre gain, il sera tellement élevé que vous serez refait pour les 10 prochaines années et vous pourrez faire ce que vous voulez. Et c'est ces projets-là qui ont un intérêt. Tous les autres, tous ceux où vous essayez... Tiens, regardez, prenez un exemple. On a une boîte ici qui s'appelle Nestor. C'est un bon exemple. Ils sont là en train de glander au lieu de travailler. Là. Vous fêtez quoi, les gars là? Nestor, l'idée, c'est de vous livrer un repas, un menu pour 15 € préparé par un chef à votre bureau. C'est amener la brasserie en livraison chez vous. Et la brasserie relativement qualitative. Prenez cette idée. En soi... Si vous pouvez regarder cette idée en vous disant mais ça n'a rien d'original et c'est pas intéressant. Et effectivement, je veux dire, le métier de la brasserie, c'est le même métier depuis des années. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant en tant que concept?
C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chacune des étapes de la construction de votre boîte, vous vous mettiez dans une situation de tension beaucoup plus forte que l'étape précédente. Pour Nestor, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas réussir à ouvrir une brasserie et à gagner le chiffre d'affaires qu'une brasserie fait. Non, pour Nestor, ça veut dire être la plus grosse brasserie d'Europe. C'est ça la seule opportunité valable. Comment vous devenez la plus grosse brasserie d'Europe? Vous devenez la plus grosse brasserie d'Europe tout simplement parce qu'à chacune des étapes de votre développement, vous prendrez des risques supérieurs aux gains de court terme. Et donc, vous prendrez à chaque fois le risque de vous mettre en faillite. Vous pouvez très bien, c'est typiquement le genre de business où vous pouvez monter une PME et gagner 3 salaires et très bien vivre en simplement allant conquérir un quartier. Et vous pouvez faire le calcul, 15 € sur lequel vous gagnez une marge de 30, ça fait 5 €. Vous êtes 3 dans l'équipe, vous voulez gagner 5 000 € par mois chacun. Il ne faut pas vendre, faites l'Excel, vous verrez, il n'y a pas beaucoup de repas à vendre. Merci Nestor. Tout était prévu en fait. Tout ceci n'est qu'une vaste manipulation. Donc, tout est toujours en fait question de définition de votre opportunité. Et si tu acceptes l'idée que de toute façon, il y a peu de chances que ça marche, tu accepteras d'autant plus l'idée que vaut mieux sauter que de rester sur la plateforme. Allez, dernière question, parce que je suis assoiffé. Oui. Ah, c'est une très bonne question, ça. Ah, c'est une super question. Qu'est-ce qui, dans le quotidien d'un entrepreneur, apporte le plus d'espoir pour survivre à cette courbe entre contentement et désespoir, et ce balancier permanent? Et qu'est-ce qui fait le perdre le plus d'énergie? Alors, qu'est-ce qui apporte le plus d'énergie? J'ai pas de réponse. Et d'ailleurs, si je regarde tous les gens qui ont le plus d'énergie dans The Family, il n'y en a pas un qui a la même réponse. Et le problème, c'est que la réponse à cette question est justement très personnelle. Il faut que vous appreniez à vous connaître et il faut que vous appreniez à connaître vos désirs les plus secrets, pour le coup. Il faut que vous arriviez à vraiment être honnête vis-à-vis de vous-même. Vous n'imaginez pas le nombre de gens qui essaient de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Vous devez vivre votre propre vie. Par contre, qu'est-ce qui apporte qu'est-ce qui apporte, quand tu as dit de la non pas de la voilà, non mais qu'est-ce qui heurte le plus cette énergie? Ça, par contre, c'est tout le temps la même chose. C'est 3 choses. C'est faire quelque chose qu'on n'aime pas. Et alors, Paul Graham a écrit un article récemment qui m'a beaucoup marqué. Il dit qu'en fait, on reconnaît un entrepreneur le jour où il fait quelque chose qui s'appelle du travail pour les autres, mais pour lui, ça ne s'appelle pas du travail. Le jour où vous êtes dans cette situation-là, imaginez un comptable heureux. Vous le représentez? Merci Alexa. Vous le représentez? Ce type a forcément le cabinet le plus successful du monde. Parce que c'est tellement rare que ça fait chier tout le monde la compta. Personne ne se dit « Oh chouette, ce week-end je vais faire de la compta ». Non, personne ne se dit ça. Les gens se disent « Oh putain ». Et si vous tombez sur quelqu'un qui se dit « Ah chouette, de la compta », vous pouvez être sûr qu'il va ouvrir un cabinet super successful. Le fait de ne pas faire quelque chose qu'on aime fait qu'on a un travail. Le fait de faire qu'on a un travail fait qu'on n'est pas entrepreneur. Et si on n'est pas entrepreneur, ça ne peut pas bien fonctionner. La deuxième chose qui, à tous les coups, fait que les gens vont mal, c'est qu'ils ne trouvent pas un bon équilibre vis-à-vis de leur situation personnelle et qu'ils n'aient pas réussi à transformer leur micro-victoire en quelque chose de tangible. Et ça va d'ailleurs, un sujet dont je n'ai pas parlé, mais dont j'aurais dû parler. C'est aussi ça quand on ne prépare pas. C'est la célébration. Les entrepreneurs doivent apprendre à célébrer leur micro-victoire. C'est hyper important. D'ailleurs, c'est incroyable le peu de fêtes qu'il y a dans ce putain d'écosystème. Franchement, il y en a ras-le-bol. Les mecs font des tours de table de malades et tout, il n'y a pas de fête. Et c'est parce que je pense qu'il n'y a pas le sens de la célébration. Et il n'y a pas le sens de la bonne célébration. Qu'est-ce qu'on doit célébrer, qu'est-ce qu'on ne célèbre pas? C'est hyper important. La célébration, c'est ce qui, à un moment donné, marque une milestone. Et alors, la troisième chose, et alors ça, je le dis, c'est... D'ailleurs, on est, nous, les premiers étonnés à ça. Il y a une relation incroyable entre énergie et pay it forward.
Pay it forward, c'est cette idée très hippie américaine que les entrepreneurs sont beaucoup plus heureux quand ils donnent que quand ils reçoivent. Et alors, il y a une corrélation dans The Family entre les meilleurs entrepreneurs et les entrepreneurs les plus sympas. Et je vais vous le dire, hein, si vous êtes du genre méfiant, vous avez toujours peur de vous faire baiser, vous êtes toujours dans une situation où vous voulez vous protéger d'1 million de trucs, vous vous demandez toujours avant de faire quelque chose quel est votre intérêt pour le faire, oubliez l'entrepreneuriat. Oubliez. Ça ne marche pas. Et c'est rationnel. C'est assez compliqué de comprendre pourquoi. Mais si vous comprenez qu'en fait tous les projets sont ratés, vous comprenez que vous avez besoin de vous créer un mur protecteur autour de vous. Et ce mur protecteur, il passe par le fait qu'à un moment, vous rendiez énormément de services. Parce que le jour où vous avez besoin d'aide, d'un seul coup, les gens vous aident parce que c'est un juste retour des choses. Et vous ne l'avez pas fait parce qu'un jour, les gens doivent vous aider. Vous l'avez fait parce que sincèrement, c'était ce que vous aviez envie de faire. Donc, les gens autour de vous, vous avez attiré les gens qui vous ressemblent. Et ce genre d'énergie-là, c'est des énergies qui définissent les plus grands écosystèmes de start-up. Les 2 plus grands écosystèmes de start-up, que ce soit Israël ou la vallée, dans des styles très différents, sont incroyablement pay it forward. Israël est sans doute plus financièrement pay it forward que la vallée. Les gens investissent très facilement et font confiance très facilement. Dans la vallée, c'est un pay it forward beaucoup plus de l'action et du conseil. Mais c'est un élément extrêmement important de la bonne santé d'un écosystème. Et c'est le problème numéro 1 de la France. Il n'y en a pas 2. Je ne sais pas comment le résoudre. Alors nous, on a essayé plein de trucs pour résoudre ça. Maintenant, on assume, on sélectionne autour de ça. On vire des entrepreneurs à cause de ça, même qui fonctionnent, parce que sinon, ça heurte à long terme cette courbe-là. Et le fait d'être dans cette énergie, parce que c'est dur d'avoir du contentement par rapport à ce qui se passe chez vous, ça peut être plus facile de choper de l'énergie par rapport à ce qui se passe chez les autres. Et je pense que ça participe à cette courbe-là. C'est pour ça que le pay it forward est sans doute l'élément le plus important. Bon, merci beaucoup.